le vice-président des services conseils du club qui est le centre de conseil et laboratoire en enveloppe du bâtiment. Qui a été acheté par UL, c'est ça. Le laboratoire des assureurs. Et tu étais chez Patnaud Trempe à l'époque. Absolument. Armand Patnaud, son associé, était le plus grand spécialiste de la fenêtre dans l'est du pays. C'était le laboratoire qui certifiait les fenêtres des fabricants. Et Richard partage sa passion pour l'enveloppe comme conférencier, formateur et enseignant. Et aujourd'hui, il travaille à son propre compte et développe à travers des projets de recherche ses pavillons Auvergne Laboratoire Vivant chez lui, où il met des sondes dans les murs et il étudie toutes les diverses coupes de murs pour trouver les plus efficaces. Donc, trouver des approches en matière d'efficacité énergétique et de performance de l'enveloppe. Merci, Richard. À vous le micro. Merci beaucoup, André. Est-ce que ça fonctionne, le son? Parfait. Alors, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'optimisation de l'enveloppe. On change de registre par rapport aux deux autres conférences. On va parler plus de matérialité. Et peut-être, j'aimerais juste pour commencer, vous partager peut-être 4 phases, 4 moments clés dans l'évolution de l'enveloppe. On peut remonter il y a 100 ans, finalement, où l'enveloppe, c'était quoi? C'était... Oui? Vous m'entendez bien? Si j'ai un livre, j'en ai sur Internet, je ne vais pas vous donner les références à l'après. OK, parfait. Merci. Donc, premier moment, on remonte il y a 100 ans. On avait la masse thermique, l'inertie. Il y avait une enveloppe, finalement, qui fonctionnait, je dirais, en harmonie avec son environnement. Tranquillement, on a commencé à séparer nos enveloppes en 2 parties. C'est là qu'est né ce qu'on appelle les plans d'étanchéité avec notre cavité. Là, on remonte, ça ne fait pas si longtemps, il y a 50 ans, c'est quoi? C'est la crise qui nous a apporté peut-être l'avènement de l'isolation. Quand j'étais petit, je collectionnais au salon de l'habitation les différents fascicules, puis il y en avait un qui s'appelait « Emprisonnons la chaleur ». Je me demandais comment on pouvait emprisonner la chaleur. En fait, on ne peut pas emprisonner la chaleur. On la retarde, comme on va en parler un petit peu plus tard. Mais on s'est aperçu finalement que les flux de chaleur, ça ne réglait pas nos problèmes d'étanchéité. Et le problème, c'est que c'est vraiment plus tard qu'on est arrivé avec l'étanchéité à l'air. Donc, juste en 100 ans, on a évolué beaucoup. Puis ma grande question, finalement, puis c'est ce que je vais partager avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce qu'on peut faire de manière différente? Est-ce qu'on peut réintégrer des éléments qui, dans le passé, nous ont permis d'avancer un petit peu plus? C'est un petit peu ces questions-là que je me demandais. Et on va passer à travers des choses assez simples, je vous dirais, puis très peu de choses en 40 minutes. Je vais vraiment me concentrer sur l'énergie, l'empreinte environnementale et la question de l'humidité dans l'enveloppe. Je me base sur un projet de recherche. Donc, j'ai acquis un grand terrain, puis je construis des bâtiments, des petits bâtiments avec des sondes un peu partout. Je développe des systèmes, puis je compare, je fais de la rétroaction. C'est ce que je fais, c'est ce qui m'anime depuis 3 ans, puis c'est ce que je vais vous partager. J'ai plusieurs aspects, mais principalement là, la question de l'empreinte environnementale, de l'énergie et de la régulation. Donc, j'ai 3 projets actuellement. Je suis, dans le fond, c'est une mission que je me donne, puis à partir d'un cadre idéologique, d'un cadre théorique, c'est une mission d'expérimenter à partir de la conception, à partir de l'expérimentation. J'ai des collaborateurs, la construction et beaucoup de rétroaction. Voir comment ça se passe, comment ça se comporte dans les enveloppes pour mieux comprendre. Et après ça, c'est la roue qui tourne, puis par la suite, le partage. Comme je fais avec vous aujourd'hui, puis comme je fais dans les cours de l'Ordre des architectes ou dans les ateliers que je donne. Donc, je vous présente des choses, mais je ne suis pas seul là-dedans. Là, j'ai un paquet de fiers collaborateurs. Moi, je suis en sciences du bâtiment. Je vais vous parler d'empreinte carbone, de modélisation énergétique, mais j'ai de l'aide. Puis mon partenaire principal, c'est la Société d'habitation. J'ai un projet supplémentaire en 2024 qui s'en vient avec une phase 3 avec 3 nouveaux petits projets. Donc, on va commencer. On va commencer par la question de l'orientation. Je vous le dis, on va parler de choses simples, mais qui peuvent nous amener à nous poser des questions sur ce qu'on fait aujourd'hui. On pense, on entend beaucoup parler finalement, ou on pense a priori que l'orientation sud serait l'idéal pour un bâtiment pour capter le plus de chaleur possible. En fait, ce n'est pas le sud, c'est vraiment le sud-est. Pourquoi qu'on va aller chercher le sud-est? Parce qu'on va aller chercher, dans le fond, le gain solaire au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire le matin. Et c'est comme ça que j'ai orienté mon bâtiment, mon premier bâtiment. Et vous regardez les gains, ça peut être tout de même intéressant juste en
en twistant de 20 degrés un bâtiment, finalement, on en arrive à 3 d'économie d'énergie. On va décortiquer ça un petit peu. Puis en modélisation, c'est le fun parce qu'on peut faire à peu près toutes sortes de choses. On va tourner d'un quart de tour le bâtiment. Donc, toute ma fenestration, je vais vraiment l'orienter carrément vers le sud-est et j'arrive à 5,2 d'économie d'énergie. 5,2 sur la consommation globale, ça commence à être intéressant. 5,2 sur la consommation globale. Moi, j'ai un bâtiment qui consomme très peu. Dans le fond, c'est 13 000 kWh par année. Et dans le fond, juste en la question de chauffage, je viens de chercher 15 de chauffage. Donc, je me mets en aparté de tout ce qu'on a vu. On a vu beaucoup de chiffres avant, dans les conférences avant. Comme je vous dis, je vous parle plus de bâtiments, mais déjà, juste en se questionnant sur l'orientation de nos bâtiments, on peut aller chercher pas mal d'énergie de ce côté-là. Regardez un petit peu ce qui se passe dans nos bâtiments aussi. Ça, c'est un des bâtiments qu'on voit. Puis, c'est des exercices qu'on peut faire chacun chez nous, là. Je regardais l'ensoleillement, le gain d'ensoleillement, le gain thermique, je dirais, à l'intérieur, un 8 février, midi et demi. Je regarde durant la journée comment ça évolue. En fait, j'ai des zones qui deviennent éclairées ou qui sont éclairées sur des grandes parties de la journée. Là, je suis rendu à 2h20, j'arrive à 3h30. Donc, en plein hiver, au moment même où j'ai besoin de soleil, il faut vous dire que mes bâtiments sont des bâtiments avec des très grands avantages. Je n'ai aucun soleil qui rentre durant l'été. Ça rentre finalement à partir du mois vers le 24-25 août, puis jusqu'au mois de juin. Donc, on se ramasse avec des zones qui sont vraiment intéressantes, puis qui nous permettent peut-être de nous porter à réfléchir sur la question de l'inertie. Quelque chose qu'on perd ou qu'on a perdu, mais si on remonte il y a 100 ans, quand je vous parlais de la masse thermique, puis on va parler d'inertie une dizaine de minutes, de comprendre qu'on peut aller chercher beaucoup, beaucoup de gains de ce côté-là dans des éléments qui sont fort simples. Là. Ça ne coûte rien carrément. Et c'est pour ça qu'on peut se questionner pour dire, bien, si j'avais mis des éléments, de la matérialité qui pouvaient permettre un certain stockage d'énergie dans ces endroits-là, ça aurait été intéressant. C'est ce que j'ai fait dans d'autres bâtiments, comme on va voir. Juste à regarder le gain de température, puis comme je vous dis, prenez un thermomètre infrarouge, faites-le chez vous, des 30, 32, 33 degrés d'accumulation, ça se fait assez bien. Il s'agit de trouver des matériaux qui vont être capables d'avoir finalement une inertie qui va permettre de garder cette chaleur-là le plus longtemps possible. Donc, c'est un petit peu, c'est des exercices de base que je fais, c'est vraiment ça, vraiment de base, pour essayer de comprendre comment mon enveloppe puis comment mon intérieur peut aider à améliorer l'efficacité de mon bâtiment. On va s'attarder un petit peu plus sur l'inertie thermique. En fait, l'inertie thermique, c'est quoi dans le fond? C'est d'être capable d'emmagasiner de la chaleur. On ne rentrera pas dans les détails, mais il y a comme deux éléments majeurs qu'il faut avoir dans l'inertie thermique. C'est la question de la diffusivité. Donc, il faut avoir une vitesse modérée de transfert. Il faut être capable d'avoir une vitesse de transfert qui est suffisamment lente, je dirais, pour capter une quantité d'énergie. Puis, il faut avoir aussi une forte effusivité, c'est-à-dire une bonne capacité de stoppage, d'absorption, comme une éponge comme telle. L'exemple contraire, dans le fond, si vous avez, par exemple, l'acier, c'est que c'est un matériau qui a une très forte diffusivité. Donc, ça veut dire que ça capte énormément de chaleur, mais ça la rejette aussi vite. Donc, ce n'est pas un matériau, évidemment, qui est intéressant. Une brique d'argile va être beaucoup plus intéressante parce qu'elle va être capable d'absorber beaucoup plus longtemps. Il faut comprendre que la question de l'inertie thermique est en pont avec l'isolation thermique. C'est deux choses complètement différentes. Puis ce que je cherche à travers mes projets par rapport à l'efficacité thermique, c'est de jouer avec ces deux éléments-là. Un, c'est on emmagasine. Deux, c'est qu'on essaye de retenir le plus longtemps possible. Puis c'est d'essayer de chercher des assemblages qui vont permettre finalement ces deux éléments-là en combinaison. Quelque chose qui est très simple, comme je vous dis, mais qu'on ne voit pas malheureusement dans la pratique du bâtiment actuel. J'ai fait des petits graphiques pour voir deux scénarios. On va regarder un scénario 1 où vous avez une masse thermique, donc une certaine conductivité, une certaine densité du côté intérieur avec un isolant intérieur. C'est évidemment très symbolisé comme mur. Puis l'autre scénario où je vais avoir mon isolant à l'intérieur puis ma masse à l'extérieur. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que durant le jour, je vais avoir un gain solaire, puis je vais avoir un gain thermique par mes systèmes de chauffage. Donc, je vais avoir un grand gain thermique. Pourquoi? Parce que j'ai une masse thermique, puis je vais avoir un petit gain solaire parce que j'ai un isolant qui est posé à l'extérieur. À l'inverse, si je mets un isolant à l'intérieur, c'est-à-dire je vais avoir un petit gain thermique,
puis un grand gain du côté extérieur. Ça nous permet de comprendre que si on veut que l'inertie thermique fonctionne ici, c'est peut-être pas évident, parce que c'est comme s'il faudrait mettre de la masse à l'intérieur, que ce soit de la maçonnerie, du béton, des éléments qui ont une masse intéressante, une densité. Si on regarde les températures, puis là, c'est super intéressant. Et moi, ce que je vous montre, c'est des affaires de petits bâtiments, mais peut-être, comme André disait, j'ai été au club puis Patnaud Trempe durant 25-30 ans, 25 ans finalement. Et ce qu'on faisait, c'est juste de l'institutionnel que j'ai fait toute ma vie. Donc, beaucoup de monitorage, de suivi, beaucoup avec la CSDM, découvrir comment une enveloppe thermique fonctionne, des bâtiments des années 30-40, puis des bâtiments qui ont des grosses masses thermiques, comme on regarde en haut, où le soir, finalement, je vais avoir une décharge qui va se faire. Puis cette décharge-là, ce déphasage-là peut durer très longtemps, 8 heures, 10 heures. Donc, c'est super intéressant de ce côté-là. Et si on regarde les températures, puis là, c'est surprenant parce que normalement, on va penser que les températures, c'est une ligne droite, finalement, une déperdition thermique. En fait, les gains de chaleur dans un bâtiment où j'ai une paroi intérieure qui peut avoir un gain thermique vont prendre la chaleur qui vient des systèmes de chauffage. Donc, mes murs vont être pas mal plus chauds que 20 degrés. Ils vont monter à 35-40. Faites l'exercice si vous avez un sous-sol avec une paroi de béton à l'intérieur. Là, vous allez voir que votre mur de béton peut monter pas mal plus haut que 20 degrés avec juste une plainte électrique. Donc, c'est l'exemple parfait, finalement, où on peut retirer profit d'une certaine inertie. Oups! Évidemment, si j'ai le contraire, j'ai un isolant à l'intérieur, ce que je vais avoir, c'est une courbe que vous pouvez voir à peu près n'importe où, là, sur une courbe de mur standard. Donc, c'est essayer de comprendre comment on peut chercher à améliorer nos systèmes avec peut-être cette approche-là. J'ai expérimenté de 3 manières dans d'autres bâtiments, dans mon projet, l'inertie thermique. Premièrement, ce que j'appelle l'extérieur-intérieur du gain passif. Je suis allé chercher, je ne vous parlerai pas de chaque bâtiment parce que chaque scénario, ça en fait beaucoup. Mais dans ce cas-là, j'ai pris un isolant qui a une certaine densité. C'est du chanvre. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec le chanvre. Là, ça ne se coupe pas au ciseau. C'est quelque chose qui est très dense, qui a un certain déphasage. À tout le moins, théoriquement, on dit qu'il y a un déphasage thermique qui peut être intéressant. J'ai essayé la masse intérieure, le gain intérieur-intérieur, c'est-à-dire comment un élément de masse, un mur de masse. Dans mon cas, c'était dans un des pavillons, une paroi de bloc de béton pleine qui est face à vraiment une quantité importante de fenestration. Et j'ai fait aussi le test par rapport à un système actif, donc un gain actif par rapport à des dalles chauffantes. Donc, un petit peu pour voir comment l'inertie peut m'aider dans ma question d'efficacité énergétique. Premier élément, la question du gain par rapport au chanvre. Le chanvre a un déphasage qui est en théorie très intéressant. En passant des tableaux de déphasage thermique, là, c'est la jungle. C'est très difficile à obtenir des croisements. Autrement dit, d'avoir des données qui se croisent et qui ne se contredisent pas. Mais habituellement, c'est tout de même un système qui peut être intéressant. Je ne vous cacherai pas qu'il n'y a aucune mesure qui m'a permis que j'avais un déphasage thermique, puis c'est normal dans le fond, parce que, évidemment, le chanvre n'a pas la densité ou la conductivité suffisante pour accumuler la chaleur qui vient des systèmes de chauffage. Par contre, j'ai des gens qui habitent dans les pavillons, j'ai des gens qui expérimentent. Là, c'est de la location que je fais pour vivre. Il faut que je vive avec ça. Et au niveau de l'ambiance, au niveau des températures de confort, il y a tous des éléments qui sont plus qualitatifs, plus d'émotions, de sentiments qu'on peut ressentir par rapport à des masses thermiques qui sont capables de garder une quantité de chaleur, puis aussi de garder une quantité d'humidité aussi intéressante. Alors, oui. OK, écoutez, il n'y a pas de problème. La Roxus, c'est une fibre de roche, OK, qui est faite finalement avec... C'est un procédé qui est assez complexe puis qui demande une bonne quantité d'énergie à faire. La laine de chanvre, c'est des plantations de potes finalement. Donc, c'est les tiges qui sont prises puis qui sont faites, qui sont comme entrelacées. Donc, c'est vraiment 2 systèmes de fabrication qui sont différents. Au niveau de la résistance thermique, c'est à peu près la même chose. Vous savez, au niveau de la régulation, donc de la captation d'humidité, c'est un système, le chanvre, j'en parlerai pas, mais je vous dis un peu, c'est un système qui est intéressant parce que ça cherche à être capable de garder une certaine quantité de chaleur, puis un petit peu comme du bois, puis la restituer par la suite. Donc, c'est un isolant qui a des qualités de ce côté-là qui sont plus intéressantes. Alors, je vous cache pas, ça n'a rien donné. Par contre, ce que ça peut donner, puis ça, c'est un petit peu la suite que je suis en train de faire, c'est la question, oui, j'ai des résultats mitigés, mais
j'ai un matériau qui est capable de capter de la chaleur. Et si je fais l'inverse, si j'abaisse mes températures à l'intérieur de 5, 10, 15 degrés, est-ce qu'un système avec un isolant qui a un certain déphasage pourrait m'aider? Je reviens aux pannes d'électricité. Moi, j'ai vécu une semaine au mois de décembre sans électricité. Je me suis amusé à prendre un paquet de mesures, puis j'en ai dans les murs. C'est super intéressant. Je suis en train d'analyser ça. Mes résultats sont encore mitigés, puis je veux vraiment pousser cette étude-là. Parce que quand on parle de la résilience, c'est M. Pinault qui nous a parlé à la fin de la résilience de nos bâtiments. C'est peut-être facile de dire qu'un bâtiment passif, ça va être correct. Moi, je ne suis pas convaincu. Je veux le vérifier. Puis je pense que c'est... On a l'avantage, j'ai l'avantage, je me donne l'avantage de pouvoir, avec des partenaires, construire des petits pavillons et essayer de le vérifier. Mais disons qu'il y a un intérêt à pousser un petit peu plus de ce côté-là. Au niveau de mon mur à l'intérieur, en fait, s'il y en a qui connaissaient le mur trombe, c'est un petit peu le même principe, mais simplifié, avec un mur de bloc. En fait, j'ai été très déçu du résultat. Moi, je suis très objectif, j'ai rien à vendre comme tel. Fait que j'ai été déçu du résultat parce que, en fait, la luminosité, l'ensoleillement que j'allais chercher du côté sud-est, je suis France sud-est, avec la question, j'ai très peu d'arbres parce que ça donne j'ai une grosse canopée, je suis dans la forêt, mais c'est un secteur qui est très dégagé. Mais les ombres portées sur mes parois, que ce soit par le fenêtrage ou par la question des branches, sont tellement énormes que je perds 50 %. Donc, ça ne m'a pas donné encore là un résultat intéressant. Par contre, au niveau thermique, j'ai des foyers, à l'intérieur des foyers au bois. Et ça, c'est super intéressant parce que mon mur de bloc, lui, il est capable de capter la chaleur et de garder un niveau de confort qui est beaucoup plus intéressant. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui sont intéressants à sortir de ces petites études-là. Au niveau de la dalle chauffante, ce qu'on voulait aller chercher de voir, c'est est-ce qu'au niveau économique, c'est intéressant de faire un chauffage radiant par rapport à un système standard de plainte. Je suis parti avec des bâtiments ici qui ont vraiment un système radiant. Je vais vous donner des chiffres. Dans le fond, en modélisation, on peut faire ce qu'on veut. On va partir d'un chiffre là, où si j'avais seulement des plaintes chauffantes, ça me coûterait, autrement dit, un scénario 100 % de plaintes chauffantes. Bon, pour 17 000 kWh annuels, ça c'est en modélisation. On est arrivé à 13 000 en réel comme tel. Ça me coûte, par exemple, 1 333. Lorsque j'arrive avec une dalle radiante, ça me coûte plus cher. Ça me coûte 1 541. Donc, ce n'est pas rentable de le faire dans mon cas. Sauf qu'encore en modélisation, on peut s'apercevoir que lorsqu'on abaisse la compacité, donc lorsqu'on grossit les volumes, on s'en vient de plus en plus rentable. Donc, évidemment, pour un petit bâtiment articulé comme ça, ce n'est pas rentable. Pour des gros volumes, j'en gagne beaucoup. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on ajoute les pointes. Donc, si on charge on a parlé des pointes avec les deux conférenciers précédents, si on charge les dalles, par exemple, à 5-6 heures avant la journée comme telle, durant la nuit, bon, on en retire un intérêt certainement. Et là, on commence à voir finalement un abaissement des taux. Là, on revient à 1458. Si on augmenterait le volume du bâtiment, ce serait encore plus intéressant. Donc, c'est une approche qui est effectivement très intéressante, sans parler du confort, évidemment, qui est complètement différent. C'est vraiment intéressant. Ça va pour ça. On va continuer un petit peu plus, oui. Excusez-moi. Les chiffres, c'est de la modélisation. Ouais. Est-ce que tu considérais le même point de consigne pour le plancher radiant que pour le chauffage électrique? Oui, absolument. Absolument. Le même point. On l'a calculé à 22 degrés. Puis est-ce que tu aurais eu des économies d'avoir un point de consigne plus bas? Parce que c'est ça un des avantages du radiant, c'est que oui. tu vas baisser ton point de consigne. Absolument, c'est ça. Donc, c'est un point supplémentaire, finalement, effectivement. C'est la température de l'air qui est à 22 oui. dans les deux cas. Absolument, c'est ça. Parce qu'il y a une économie si tu abaisses, puis tu gardes ton confort. Oui. En baissant à 1 ou 2 degrés, là, je ne peux pas vous dire, mais effectivement, c'est un autre point supplémentaire qui joue en faveur, finalement. On va aller un petit peu plus loin dans la question, pas de l'inertie, mais de l'isolation, puis peut-être associer la question de l'empreinte environnementale puis la question efficacité énergétique, isolation. Je vais l'approcher d'une manière complètement différente. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas chimiste non plus. Je suis un architecte comme tel. Fait que je vais vous montrer un petit peu, on va partir de mes systèmes constructifs pour essayer de comprendre comment ça peut marcher au niveau de l'efficacité. Écoutez, ce n'est pas des bâtiments super isolés. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir dans ma démarche. C'est des bâtiments qui sont à peu près 10 à 15 plus isolés que les consignes de nouveau climat. Autrement dit, voyez-vous que j'étais à 4,44 RSI, 4,72, et j'ai des systèmes qui sont complètement différents.
Ici, j'ai un système qui est ce qu'on appelle le mur parfait. Donc, c'est un mur qui est isolé complètement par l'extérieur. Parfait, ce n'est pas parce que je le trouve parfait, c'est le nom qu'on le donne aux États-Unis, là. Mais c'est un mur isolé totalement par l'extérieur, avec, comme vous voyez, j'ai un tambour, là, une cavité vide à l'intérieur, alors que l'autre, c'est un mur vraiment standard, plus standard, le mur typique qu'on construit comme tel ici. Par contre, je faisais une question d'efficacité, mais je faisais une question aussi d'analyse de matériaux biosourcés. Ici, c'est juste de la fibre de bois, du bois puis du chanvre. Donc, ce sont des matériaux biosourcés de ce côté-là. Alors qu'ici, j'ai des mousses plastiques, j'ai de l'EPS, j'ai de l'isocyanurate. Donc, c'est un point important parce que c'était un des paramètres que je voulais vérifier dans mon étude. En fait, j'ai deux de mes 3 bâtiments, c'est ça, mais dans les faits, on fait 5 scénarios. Donc, tout le long de l'étude, on est allé en modélisation avec 5 scénarios, plus le nouveau climat, plus la partie 11 du code de construction. Donc, ça nous donne un échantillonnage qui est assez intéressant. Je ne vous parlerai pas de tous les systèmes, mais je vais vous parler de celui-ci parce qu'on va y revenir assez rapidement. Celui où on ajoute finalement un 20 d'isolation supplémentaire. Donc, j'ajoute, c'est en 38 mm, si je ne me trompe pas, de fibre de roche à l'intérieur de ma cavité. Donc, il va me donner finalement un RSI 5.02. Ça, c'est ma table de travail finalement pour regarder la question de l'isolation, de l'efficacité énergétique. Ma question, et je vais vous le demander, supposons que j'ajoute 20 je rajoute 38 mm d'isolation ici. Ma question que je vous demande, puis c'est très économique, quel sera le retour d'investissement d'une décision en tenant compte du surcoût de construction et du gain énergétique? Autrement dit, par rapport à mon coût de construction supplémentaire de rajouter de l'isolant, ça va être combien de temps mon retour sur l'investissement? Est-ce que c'est 3 ans, 15 ans, 25 ans ou 50 ans? Qui dit 3 ans? Qui dit 15 ans? Bon, mon Dieu, le 15 ans est fort. Qui dit 25 ans? Oui. Puis qui dit 50 ans? Bien, ceux qui ont 25 ans ne sont pas loin parce que effectivement, c'est 50 ans. Ça va être 50 ans le retour sur l'investissement. On ne fera pas finalement de la surisolation ou de l'isolation supplémentaire pour une question économique. Le 2000 $ que je mets, puis là, je vais revenir avec la conférence précédente, est-ce que je suis le mieux de le mettre dès le début pour sauver 40 $ par année d'économie d'énergie et que ça me prenne 50 ans pour que ça revienne? Ou je suis mieux de le placer ailleurs, je peux le placer dans mes placements, ou je peux le placer dans un autre système constructif ou un autre système dans mon bâtiment, par exemple la thermopompe, par exemple mes jonctions, par exemple mon étanchéité à l'air. Il y a plein d'éléments qui sont plus faibles, qui constituent des défis de l'enveloppe, qui ne sont peut-être pas de surisoler. Je m'inscris en faux sur une pensée, je pense, qui est assez forte ici, sur la question de la surisolation. Mais moi, quand je regarde ça, puis je me fais des graphiques, je regarde ça, mes pointes, si j'ai 100 mm d'isolation, effectivement, je vais avoir un flux thermique. Là, je passe de 20 à moins 20. Si je rajoute 50 mm, là, je n'ai pas mis 50, j'ai mis 60 ans, puis j'ai fait des chiffrons. Au lieu de 38, j'ai mis 50 dans l'exercice, ici, là, dans l'exemple. Mais mon flux thermique, dans le fond, il se distribue ailleurs. L'impact de mon 50 il est moins fort. Dans le fond, j'augmente de 50 % mon ratio. Ça me coûte 75 $ du mètre carré. Si je rajoute un autre 50, encore là, l'impact de mon flux est encore plus petit. Et plus j'avance, moins mon rendement est fort. Et ça, c'est un élément qui est important parce que, comme je dis, cet argent-là, elle existe et elle peut être mise ailleurs comme telle. C'est un petit peu une réflexion que j'ai faite puis j'ai développée à partir du projet que j'ai monté. C'est un peu donc, comme j'ai dit, chaque fois qu'une couche isolante est ajoutée, cette dernière est de moins en moins sollicitée par le flux de chaleur. Donc, on isole de l'isolation. Ça finit par être ça. En fait, je n'ai pas trouvé de réponse. C'est une des réponses que je veux trouver, puis je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé des études aux États-Unis, mais je n'ai rien trouvé au Québec de ce côté-là. C'est quoi mon point de non-retour? Où est mon rendement optimal? Parce que dans le fond, mon impact par rapport, si je prends l'impact de l'isolation par rapport à mon coût, bien, j'ai à quelque part un rendement décroissant. Je ne suis pas du tout économiste, mais à quelque part, c'est comme si j'ai des tranches d'isolation. Donc, plus je rajoute de l'isolant, moins ma courbe avance, c'est une hyperbole, là, moins ça l'avance vite. Donc, j'ai un point de non-retour et ce point de non-retour-là, bien, ce serait le point maximum ou le point optimal où on devrait chercher à atteindre, puis après ça, d'aller travailler ailleurs sur le bâtiment. Autre point, mon bâtiment, un bâtiment comme celui-là, selon les calculs d'Hydro-Québec, on est à peu près à autour de 45-50 000 kWh.
Moi, je suis à 13 kWh, 13 000 kWh. Ça veut dire que ma partie chauffage de mon enveloppe, finalement, ne représente pas 50 comme un bâtiment standard, mais représente seulement 30. Donc, à quelque part, c'est là qu'on doit jouer ailleurs, comme je vous dis. Pas juste jouer dans l'enveloppe, mais aller jouer sur toutes les jonctions d'enveloppe, toutes mes fenêtres, tout ce que M. Pinault a parlé à la fin, là, c'est vraiment là qu'on devrait plus orienter notre travail. On va s'enligner un petit peu plus sur l'empreinte carbone. Comme je vous disais, je ne suis pas spécialiste, mais j'avais vraiment un ferré, c'était Charles Thibodeau qui m'aide dans mes projets, pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi l'impact carbone par rapport justement à l'isolation. Moi, j'ai 40, dans le fond, grosso modo, là, c'est 44 tonnes, mon bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'énergie pour construire le bâtiment plus l'énergie pour exploiter durant 60 ans le bâtiment, ça représente 44 tonnes. Ce qui est intéressant, ou pas intéressant, mais c'est vraiment différent au Québec, c'est la construction prend une part très, très importante par rapport à l'exploitation. On est de l'ordre, dans mon projet, moi, de 60 par rapport à 40 sur 60 ans. Je prends ma maison, je la mets en France, je la mets en Alberta, ça va être complètement l'inverse. Ça va être l'énergie qui va prendre une grosse part. Puis 44 tonnes, c'est quoi? Bien, c'est abstrait, puis pour moi, c'est encore souvent abstrait. Moi, je sais que c'est quoi? Nous autres, on consomme l'équivalent, on consomme, dans le fond, ce qui génère à peu près 5 à 10 tonnes par année, l'équivalent de 5 à 10 tonnes équivalentes de CO2. Puis 44 tonnes, finalement, ça correspond, si je prends ce qu'on voit sur Internet, à 6 000 repas de viande, 11 ans de voiture à 20 000 km, 2 700 iPhones. Bref, c'est ça, grosso modo, une maison comme telle. En tout cas, un bâtiment comme celui que j'ai construit. Et la question que je me demandais, puis j'ai demandé à Charles, mais mon fameux 38 mm ou 38 mm supplémentaire d'isolation, c'est quoi l'impact sur l'empreinte carbone? Parce que je vais avoir une énergie intrinsèque plus grande, mais je vais sauver de l'énergie comme telle. Bien, en fait, je ne serai pas rentable de ce côté-là non plus. Ce que ça va faire, finalement, ça va augmenter un petit peu ma consommation, mon énergie, finalement, mon empreinte, c'est-à-dire mon empreinte écologique. C'est pas beaucoup, c'est 1,5 du bâtiment complet. Mettez ça à l'image de l'enveloppe, c'est pas loin de 10 de l'enveloppe du bâtiment. Donc, encore là, la question de l'isolation ou la surisolation, c'est pas la place la plus intéressante à jouer dans l'enveloppe du bâtiment. Tous ces éléments-là, ce qui est le fun, c'est que là, on ne passera pas à travers, mais en fait, moi, j'ai 5 scénarios avec les 6 indicateurs lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie. Et ce qu'on est capable de sortir finalement, et c'est intéressant à voir, c'est chacun des systèmes, comment ils se comportent par rapport, le rouge, c'est les matériaux, donc la construction, et le gris, c'est l'énergie. Donc, on voit un peu ce qui se passe. Dans le cas où je suis, dans l'environnement où je suis, on avait 2 indicateurs qu'on utilisait beaucoup, c'était le réchauffement climatique puis l'eutrophisation. Et là, moi, j'ai des systèmes modéliser des systèmes construits, comme on a vu, certains avec des matériaux complètement biosourcés, d'autres avec des mélanges de mousse plastique, avec de l'EPS. Et ce qu'on s'aperçoit finalement, lorsqu'on fait des pointages, puis comme je vous dis, ça, c'est vraiment, c'est Charles qui le faisait, c'est pas du tout de mes connaissances, mais en termes de pointage, on n'arrive pas nécessairement au résultat qu'on s'attend. Et je pense que chaque système doit être vu comme un système individuel, puis de comprendre que l'empreinte écologique n'est pas égale à chaque... Donc, je prends un matériau biosourcé, je vais prendre le chanvre dans ce cas-ci. Bien, si moi, mon potentiel d'eutrophisation est un élément important, dans le fond, c'est la quantité d'azote dans les milieux humides, entre autres, dans mon cas, bien, effectivement, je vais arriver avec des systèmes qui ne sont pas nécessairement inintéressants parce que j'ai de l'isolant EPS, du polystyrène expansé à l'intérieur. Donc, c'est toutes des questions qui sont super intéressantes puis qui remettent en question des fois ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut voir. Alors, c'est un peu le genre de recherche que je fais par rapport ici à l'efficacité énergétique et à l'empreinte carbone. Il me reste un petit 5-10 minutes. Deuxième élément que je voulais vous parler, c'est la question de la régulation de l'humidité. C'est de voir l'enveloppe d'une manière un petit peu différente. Si je vous lis la définition d'une enveloppe du bâtiment ici, vous la connaissez tous, c'est une enveloppe, c'est la séparation de 2 milieux différents. C'est ce qu'on connaît. Donc, on a notre milieu extérieur, on a notre milieu intérieur, qu'on oublie souvent. Hein? Souvent, quand je faisais des exercices, on parle tout de l'agression extérieure, mais on ne parle pas des usages, on ne parle pas de ce qu'on génère, on ne parle pas de la pollution intérieure, des micro-organismes, de tous ces éléments-là.
Mais moi, sur quoi je m'attarde beaucoup depuis 15-20 ans, c'est le troisième milieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de mon enveloppe. Comment faire des enveloppes qui vont durer dans le temps, qui vont être capables de gérer des accidents. Parce que dans la durée d'une enveloppe de bâtiment, on va avoir des accidents. C'est impossible de faire des enveloppes qui sont étanches en tout point. Ça, c'est le résultat. Puis des fois, on a des bâtiments. Ça, c'est ce que j'ai vu durant 25 ans, finalement, puis j'ai travaillé en expertise. Puis des fois, c'est ce qui nous fait justement nous questionner sur comment faire une enveloppe durable. Je prends un petit dessin de la SCHL, puis moi, je vais vous montrer les 5 étapes qu'il faut peut-être comprendre pour faire une enveloppe plus performante en termes d'humidité. La question du rejet. Vous n'avez pas vu mes bâtiments, mais ils ont des grandes tartes, des grands toits, des avant-toits. Bref, de protéger nos façades comme telles. C'est tellement pas à la mode. Vous regardez les bâtiments qui gagnent des prix, là, malheureusement, il n'y a pas d'avant-toit, il n'y a rien. Et je vous dirais que c'est très élémentaire. Ce que je vous montre là, c'est hyper simple. On est loin des calculs tout à l'heure de M. Pinault. Deuxième, évidemment, c'est de faire des parements qui sont le plus étanches possible. Vous connaissez ça. Troisième élément, de faire une cavité, une étanchéité à l'eau. Ça va bien de ce côté-là aussi. Quatrième élément, qu'on pense peut-être moins, l'étanchéité à l'air. Plus on va avoir un système qui est étanche à l'air, moins on va avoir évidemment des risques d'infiltration d'eau parce qu'au moins on va faire d'exfiltration puis d'infiltration d'eau à travers l'enveloppe. Le cinquième point, c'est ce que je vais vous parler dans les 5 dernières minutes, c'est la question de la régulation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon enveloppe comme telle? Comment je peux faire pour améliorer cet élément-là pour que mon enveloppe puisse résister justement en cas de défaillance? La durée dans le temps, c'est ce que j'essaie de rechercher à travers les projets, comme je vous dis, sur mon site je ne vous ai pas dit, mais c'est dans Port-Neuf, mon site Auvergne Laboratoire Vivant. 4 points que je voudrais, il y en a un paquet, mais peut-être que je voudrais vous parler. J'ai gardé le même détail pour la conférence, pour ne pas m'aller. Là, c'est mon détail de mur site, mon mur parfait que je vous parlais tout à l'heure, totalement isolé par l'extérieur. Des choses à penser. Premièrement, on a une notion qui nous a été inculquée, en tout cas moi qui m'a été inculquée quand j'étais à l'école, de point de rosée, comme si on avait un point à quelque part dans l'enveloppe où il y avait une condensation possible, alors qu'on comprend que plus il fait froid, plus la zone va se déplacer vers l'intérieur. En fait, on a une zone où on peut avoir des risques de condensation. Et on a des outils aujourd'hui qui sont beaucoup plus performants au niveau de la simulation, qui nous permettent de comprendre ce qui peut se passer dans l'enveloppe et qui dépassent largement les petites règles de 3 qu'on peut avoir sur Internet finalement. Donc, comprendre que ma zone de condensation est pas mal plus vaste, puis de comprendre que dans cette zone-là, qui peut se promener ici, si j'ai des matériaux putrescibles, bien, c'est là où j'ai des risques de condensation. Comprendre les parcours de fuite d'air. On peut penser que c'est facile, une fuite d'air, c'est qu'on a une entrée d'air, une sortie d'air, puis ça va bien. Je vous ai montré une thermographie en bas, c'est un des bâtiments. C'est vraiment la jonction d'un mur-toit de l'extérieur puis de l'intérieur. On voit bien qu'il y a un point noir, mais le point noir ne passe pas d'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? C'est que la fuite d'air, c'est comme un spaghetti dans une enveloppe. Puis ça, il faut le comprendre, puis c'est super important de le comprendre que mes risques de condensation, ce n'est pas un point qui traverse, c'est une zone qui est ici, dans ce cas-ci, je suis à un niveau de précision très élevé au niveau des températures, je n'ai pas de problème de condensation, sauf que ça montre que j'ai une fuite d'air, puis j'ai un circuit de fuite d'air comme tel. Je suis à 0,65 d'étanchéité à l'air, donc je suis à 0,05 de passé basse, puis j'ai des fuites d'air pareilles, et ça montre le circuit, puis la fragilité, je vous dirais, de l'étanchéité à l'air, qui, pour moi, est un élément essentiel comme tel. Puis, ultimement, c'est la question du potentiel d'assèchement. Si j'ai de l'humidité dans mon mur, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle ressorte? Ça, c'est une simulation. C'est Woofy, donc c'est un logiciel qui nous permet de comprendre. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est connu, puis on l'utilise assez couramment. Il y a quelques logiciels qui nous viennent d'Allemagne, puis qui sont faits comme ça. C'est des mordus qui travaillent. Moi, c'est des collaborateurs qui montent ces logiciels-là sur les applications de mes détails de construction. Mais juste pour comprendre, ça représente quoi? Ça représente l'humidité relative dans mes matériaux de construction, à différents matériaux. On va prendre le C, qui est le contreplaqué. Mais ce qui est surprenant, puis des fois, ce qu'on ne pense pas, c'est que mon problème d'humidité dans mes matériaux se situe beaucoup l'été. Parce que l'été, j'ai de l'humidité extérieure. Si je suis à 80 à l'extérieur, je vais être à 80 à l'intérieur. Je vais avoir une teneur en eau qui est très élevée. Et ce que je dois aller chercher, c'est d'être capable d'évacuer cette humidité-là à cet endroit-là.
Et c'est pour ça qu'il y a des systèmes constructifs, que ce soit le mur parfait, je vous parle, ou le mur perspirant, le mur avec un frein vapeur. Je vois André qui est là, puis qui a parlé longtemps. Je te cite tout le temps quand je présente mes conférences, parce que tu te promenais avec tes maquettes et tout ça pour montrer comment un mur perspirant fonctionne. Et c'est tout de même un précurseur, je pense, de ce côté-là, de comprendre que l'enveloppe, ce n'est pas des barrières comme telles, ce n'est pas juste des plans d'étanchéité. Il y a un milieu, mon milieu numéro 3, qu'on doit s'attarder. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui va faire qu'on va faire des enveloppes durables. Ça fait un beau graphique, ça, mais en fait, c'est quoi, dans le fond? C'est une simulation sur 10 ans. C'est exactement la même chose que ça, qui était sur 1 an, mais portée sur 10 ans, pour comprendre comment mon enveloppe, si c'est une enveloppe murale, va réagir. Est-ce que je m'en vais en période stable ou d'assèchement, ou je m'en vais avec une période où j'ai de l'humidité qui est logée? Moi, je construis mes bâtiments, je suis propriétaire de mes bâtiments, donc je prends des risques. J'ai des toitures sandwich, des toitures à risque que je suis à chaque année et qui a, en théorie, une courbe qui monte. Donc, je les regarde, je les suis. Mais c'est important de comprendre que ce qu'on doit faire, idéalement, dans le fond, c'est justement des systèmes qui vont être capables de s'assécher pour des accidents, puis évidemment pour toute l'humidité de la construction qu'il peut avoir dès le départ. Le meilleur détail est celui qui pourra performer même en présence d'accidents. Moi, c'est un petit peu ce que je recherche. Puis la prochaine étape que je veux faire, finalement, comme je vous disais, j'ai 2 phases de fait avec la SHQ et c'est de faire finalement trois bâtiments, puis plus m'attaquer à la question de la résilience, voir comment mes bâtiments peuvent réagir en fonction d'accidents, d'événements majeurs, voir comment je peux faire des enveloppes qui vont bien performer ou qui vont m'apporter un apport de, je dirais, de chaleur, comme je parlais au début, là, durant un certain nombre de journées, par exemple. Piste de réflexion, je vous dis juste, j'ai 6 petites phrases à vous dire que je n'ai peut-être des pistes de réflexion par rapport, je vais le voir ici, la pratique du bâtiment devrait aussi intégrer des approches plus traditionnelles. La question de la bioclimatique, l'inertie thermique, les indices de compacité que je n'ai pas parlé ce matin, mais que dans mes études, ça a pris une grande importance. C'est tous des éléments qui, pourtant, sont là depuis des 50 même plusieurs années, plusieurs décennies, et qui peuvent nous apporter encore beaucoup dans l'enveloppe du bâtiment. Deuxième chose, la sobriété. Ça, M. Pinault en a parlé un petit peu, c'est que la science du bâtiment avance, puis on fait des bâtiments avec de plus en plus de contraintes. Ça veut dire que même si on améliore l'étanchéité, on fait des choses de plus en plus compliquées. C'est la même chose de la grosseur de la maison. Hein? C'est la big maison qu'on disait. Même chose pour l'étanchéité à l'air. On a des systèmes d'étanchéité à l'air qui sont super bons. Puis on fait, ici, c'est à l'excès, c'est l'arbre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est à Montpellier. C'est extraordinaire à voir comme édifice. En tout cas, au niveau des ponts thermiques, là, c'est une chance qu'on n'est pas au Québec avec ça. Troisième élément, l'assistance conception. Je pense qu'on est dépassé par rapport à nos détails devant l'ordinateur à faire tout seul. On a des outils pour nous aider. On a pas juste des outils, des professionnels qui peuvent nous aider. Moi, j'ai des gens en simulation, en modélisation. Ça ne coûte pas si cher que ça. Puis dans le processus de conception, je pense qu'on est rendu là comme tel. L'efficience, là, je laisse l'efficacité, puis je mets le mot efficience parce que je pense, par rapport à ce que je vous ai présenté très rapidement, la question de l'énergie, l'efficacité énergétique, l'isolation, l'empreinte carbone, c'est tous des éléments qui marchent ensemble. Il n'y a pas de code présentement sur l'empreinte carbone. Il n'y a pas de code sur l'empreinte environnementale. Il y a des dates qui sont mises. Le CNRC fait des démarches. Ici, au Québec, on s'en vient avec des codes qui ne sont pas encore comme ça. C'est encore le code de l'énergie. Mais je pense que nous autres, ensemble, dans les professionnels, on doit vraiment regarder ça comme un tout comme tel. Regarder l'impact d'un acte par rapport à un autre, les conséquences d'un autre élément qu'on va faire. Avant-dernière chose, la constructibilité, les intentions juste de la conception jusqu'à l'exécution. Je n'en ai pas parlé durant ma présentation, mais je pense que c'est un élément incontournable. Puis je vous dirais que la performance, ça ne se voit pas. La performance, ça se mesure. Donc, ça, c'est un élément majeur. Encore là, dans nos codes, on n'a pas de code de performance. On a des exigences de performance, mais on n'a pas d'exigence d'essai pour s'assurer que la performance est là. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais à vous présenter. Si ça vous intéresse, vous allez sur mon site. Je fais des infolettes régulièrement. J'ai des rapports de publier. Je donne des ateliers aussi sur le site. Puis, je m'amuse. J'avance là-dedans. Puis, tant mieux si je peux aider des fois les personnes là, à éveiller un petit quelque chose en sciences du bâtiment. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup.
d'un André à l'autre, je prends la relève d'André Fauteux, 30 secondes, pour animer les questions. Parfait, André. S'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir de vous apporter le micro, ainsi que je le fais à l'instant. Merci beaucoup pour la présentation. De ce que je comprends, vous avez dit là, quand vous parliez de votre mur avec la masse intérieure, style mur trompe, tout ça, est-ce que j'en déduis que selon l'application qu'on veut faire, on pourrait avoir des situations où on fait des orientations différentes? Parce que vous parliez, par exemple, que le sud-est était meilleur pour les gains le matin, mais si, par exemple, je déciderais de faire un mur trompe, peut-être plus sud et sud-ouest, parce que je veux accumuler l'énergie, la transférer ailleurs qu'un système mécanique. Donc, on peut regarder ce genre de situation-là. Donc, ce n'est pas une seule orientation tout le temps. Non, sauf que c'est important de considérer la surchauffe, par contre. Ça va vous prendre un accumulateur. Autrement dit, vous allez transférer votre énergie en d'autres choses. Et ça, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Si vous la prenez direct, c'est sûr qu'on va aller chercher plus le matin. Je dis parfait, c'est exactement ça. En complément d'information, la climatisation dans le domaine résidentiel aurait été multipliée par 4 ces dernières années. Alors, pour aller dans le sens... Bravo, votre présentation. Merci. Je suis intéressée. Est-ce qu'il y a des matériaux solaires? Excusez-moi? Est-ce qu'il y a des matériaux solaires? Matériaux de construction, capteurs solaires? Des capteurs solaires. Écoutez, justement, il y a des matériaux qui vont être capables de plus capter l'énergie. C'est un petit peu ce que je parle finalement. Mais peut-être qu'André peut plus répondre. Des matériaux solaires comme tels, j'aurais de la misère à répondre. La masse thermique, Ouais. c'est une forme de matériau solaire de toute façon. Mais on va s'en regarder pour plus tard. Ouais. À proprement parler, solaire, j'en connais pas non plus. On va marcher, madame, un petit peu comme je vous disais, vous avez un vitrage, vous captez de la chaleur, puis vous la transférez dans une masse thermique qui, elle, va accumuler de la chaleur. Donc, c'est comme un transfert qui va se faire. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Étant donné qu'on essaie de capter le maximum d'énergie avec l'orientation, entre autres avec les matériaux, le jeu de l'isolation, mais avec les changements climatiques, tout devient de plus en plus chaud chez nous. Oui. Comment on fait pour compenser avec les besoins de climatisation qui ont augmenté, avec le besoin de maximiser la recherche de chaleur? Bien, ça, c'est super intéressant, votre question. Puis c'est là que la masse qui va constituer le mur peut être intéressante parce que vous allez fonctionner à l'envers. Ça veut dire que vous allez être capable de garder au frais votre bâtiment. Je vais vous donner l'exemple de mon premier bâtiment qui est tout de même isolé par l'extérieur, puis c'est une isolation assez substantielle. J'ai des avant-toits qui ont été calculés